Peut-être pour commencer, Catherine Ney, un bilan de ces 15 jours de campagne, et j'y ajoute la semaine qui a suivi l'annonce de la dissolution. Vous vous rappelez, c'était ce dimanche 9 juin, ça a pris tout le monde de court. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 3 semaines de politique complètement folle que l'on vient de vivre, hein? Moi, ce que j'en retiens, d'abord, puisqu'on parle beaucoup de constitution en ce moment, savoir quels sont les pouvoirs du président en cas de cohabitation, moi je lis que l'article 12 dit que le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer une dissolution de l'Assemblée nationale. Or, il n'a pas écouté il n'a pas lu la Constitution, parce que consulté, il a appelé Gérard Larcher une demi-heure avant sa décision pour le lui dire. C'est pas une consultation, c'est l'avertir que la décision a été prise. Même chose avec la présidente de l'Assemblée nationale. On aurait dû avoir une décision collégiale, vous dites, entre le président et les présidents des deux chambres. On dit le bien, le pour. Enfin bon, Jacques Chirac lui aussi avait dissous l'Assemblée, mais il avait absolument tout le monde avec lui. Tout le monde trouvait ça merveilleux, et même les députés qui sont partis la fleur au fusil pensaient revenir à une majorité absolue, alors qu'il y en a 200 qui sont morts au combat. Bon, mais à l'époque, tout le monde était très content, mais il avait ouvert le débat. Tandis que là, Emmanuel Macron, on ne sait pas pourquoi, a pris cette décision. Quand l'a-t-il prise ? Peut-être 2 jours avant, puisque au dîner officiel avec le président Biden, il a dit à Nicolas Sarkozy, avec lequel il n'a pas, pour une fois, eu un aparté, il a dit « mais vous allez voir, on va bien se marrer ». Il lui avait dit ça. Donc, sans lui dire, donc c'est quand même très inquiétant. Donc, on va bien se marrer. Donc, il a pris cette décision tout seul. Et en tous les cas, d'une certaine manière, n'ayant pas obéi au texte, on peut dire qu'il a d'une certaine manière violé la Constitution. J'en sais rien. En tous les cas, il n'a pas respecté la Constitution. Et Marine Le Pen, qui est attaquée sur sa lecture de la Constitution à propos du rôle du chef de l'État, chef des armées, vous dites finalement qu'Emmanuel Macron, dès le départ, lui aussi, il est attaquable sur ce point. Parce que c'est vrai que la Constitution dit des choses à la fois sur les pouvoirs du président et du Premier ministre, sur la politique étrangère et la défense, qui fait qu'en fait, à la lettre, c'est vraiment, on organise un potentiel conflit, et que jusqu'ici, on y avait échappé parce qu'il y avait un consensus, et comme le président nommait le Premier ministre, eh bien voilà, il y avait un accord tacite pour qu'il mène la politique étrangère qu'il voulait. Mais là, si vraiment Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent avoir une cohabitation dure, eh bien, il est sûr que Emmanuel Macron va perdre son précaré, quoi. J'ai oublié de vous dire, chers auditeurs d'Europe 1, vous participez aussi à l'émission, on attend vos appels. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que je suis sûr qu'il y a des choses passionnantes qui se disent chez vous, autour de vous. On rappelle le numéro pour participer, Anissa Haddadi. Oui, c'est le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Voilà, Jean-Michel Salvatore, dissolution ratée pour Emmanuel Macron, vous pensez ? Moi, j'abonderais dans le sens de Catherine, c'est-à-dire que tout, à partir du moment où la décision a été au début mal calibrée, irréfléchie, précipitée, solitaire, en fait, tout s'est mal emmanché d'une certaine façon. Personne n'a compris. Donc, dans l'opinion publique, vous avez eu un effet de sidération. C'est vrai que dans le monde politique, ou chez les journalistes, tout le monde se disait la dissolution, elle est peut-être pour l'automne, parce que peut-être que les Républicains finiront par lâcher. Mais ça restait, si vous voulez, une perspective qui était théorique, qui était théorique et cantonnée dans les milieux politiques bien informés. Les Français, eux, ont pris cette décision en pleine figure. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il y ait une dissolution. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on précipite comme ça les échéances en plein Jeux Olympiques, à quelques semaines du départ en vacances. Et donc, il y a eu un effet de sidération considérable dans l'opinion qui s'est retourné contre Emmanuel Macron. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe depuis, Emmanuel Macron voit bien que les choses lui échappent, donc plus il parle, un petit peu comme s'il était dans les sables mouvants, plus il parle, plus il s'enfonce. Et en fait, cette sidération, elle a gagné tout le monde, et puis elle a gagné également le camp présidentiel, puisqu'il s'est quand même passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que tous les ténors de la Macronie ont demandé à Emmanuel Macron de se taire, parce que tout le monde sent bien que plus il parle, plus il s'enfonce et plus il fait perdre son camp. Alors très bien, là c'est parfait, parce que en fait moi je vois trois thèmes qui se dégagent de ces 2 semaines de campagne éclair. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que d'abord il y a ce sentiment que l'heure du Rassemblement national est venue, avec des sondages ahurissants. Enfin 37% d'intention de vote, ce sont des intentions de vote nationales bien sûr, mesurées dans le baromètre Opinionway pour Europe 1 ce matin. 37%, reléguant la gauche à presque 10 points, à 28% d'intention de vote.
vote et le camp présidentiel à 20%. Donc cette impression que c'est l'heure venue pour le Rassemblement national d'exercer le pouvoir, peut-être. Il y a aussi le fait d'une gauche qui fait peur aussi. Hein. Et peut-être qu'il y aura des Français qui sont tentés de faire barrage à la France insoumise dans 10 jours au second tour. Voilà. Et puis ce rejet aussi d'Emmanuel Macron. Vous avez pas mal de gens, et vous lisez ça dans les journaux ce matin, qui disent mais après tout, mais qu'est-ce que c'était que cette décision ? Vous allez confier les clés du pays à ceux que vous prétendez combattre, Catherine Ney. Ah oui, c'est ça. Surtout, quand il a été élu, il a dit qu'il était un rempart contre le Rassemblement national. Et comme il avait battu 2 fois Madame Le Pen, il pensait que voilà, il suffisait de taper sur le Rassemblement national. D'ailleurs, une consigne était donnée à certains ministres qui n'ont pas cessé de taper sur le Rassemblement national, comme si c'était l'ennemi prioritaire, en oubliant complètement toutes les horreurs que pouvait dire à longueur de journée Jean-Luc Mélenchon, qui est pour beaucoup de gens Mélenchon, c'est une graine de dictateur. C'est un homme très dangereux, franchement, qui fait peur, beaucoup plus que Marine Le Pen, franchement. Tiens, on va écouter justement une intervention de Jean-Luc Mélenchon. C'était pas plus tard qu'hier soir. Il était invité du journal de 19h45 de M6. Il est interrogé par le journaliste François-Xavier Demoulin qui présente le journal. Je vous laisse écouter la séquence. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Non, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça ? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça ? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non ? Voilà, on a le droit de rigoler et de dire qu'un flic mort, c'est un électeur du RN en moins. Jean-Michel Salvatore, c'est ahurissant. C'est évidemment ahurissant, mais on est habitué. Il a quand même déjà dit la police tue. Donc à partir du moment où vous dites ça, tout est à l'avenant. Et finalement, ça contribue à aider le Rassemblement national à arriver au pouvoir. Parce qu'évidemment que Mélenchon fait peur, que vous avez toute une partie des socialistes qui ne voudront pas voter pour le nouveau Front populaire, précisément parce que Mélenchon en est l'inspirateur. Glucksmann raconte très bien, quand il fait sa campagne, qu'en permanence, il a des électeurs modérés de gauche qui lui disent « Nous, on ne votera pas pour le nouveau Front populaire parce que Mélenchon, vous avez vendu votre âme à Mélenchon et qu'il n'est pas question qu'on vote pour lui. » Non, mais il dit ça, Jean-Luc Mélenchon, il est 19h45, et une heure et demie plus tard, vous avez Olivier Faure qui fait le débat face à Jordan Bardella et Gabriel Attal, et qui convoque la notion de force tranquille. Il reprend le slogan de François Mitterrand de 88, et il dit voilà, la gauche, le nouveau Front populaire, est là pour rassembler, pour apaiser le pays, nous sommes la force tranquille. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le nouveau Front populaire, c'est un cartel électoral. Ils ne sont d'accord sur rien. Et à partir du moment où les élections seront passées, ils se diviseront sur tout. Oui. Mais ils sont là, finalement, pour gagner des postes de députés. Et d'ailleurs, c'était assez amusant de voir le débat d'hier soir comparé au débat de l'autre jour avec Bompard, parce que finalement, le nouveau Front populaire ne disait pas la même chose lorsque c'était Bompard qui parlait, quand c'était fort. Mais ne vous fiez pas au porte-parole. On le sait. Ouais. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que c'est d'une certaine façon, c'est le tour du Rassemblement national. C'est vrai qu'on sent ça beaucoup dans l'opinion. Il y a un effet Bardella qui est tout à fait particulier dans l'opinion. C'est une personnalité qui a très vite accroché, que les gens aiment bien. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même lorsque il fait des débats qui sont pas toujours très réussis, et on a vu le premier débat, par exemple, qu'il avait fait avant les européennes face à Attal. Bon, objectivement, il n'a pas été mauvais, mais Attal était techniquement meilleur. Quand on interroge les Français disaient non, nous on préfère Bardella, parce que c'est intéressant ça. Parce qu'il y a un effet. Bon, de même, moi j'ai trouvé que le débat de mardi était plutôt à l'avantage de Bardella que le débat d'hier soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine, mais j'ai trouvé que... On va demander à Catherine dans un instant. J'ai trouvé que Attal était requinqué, mais il n'empêche quand même qu'il y a cette volonté de les essayer. Et c'est vrai que là, finalement, la question, juste après la dissolution, c'était de savoir s'il y aurait confirmation des tendances des européennes. Et là, on a l'impression que c'est pas une confirmation, mais que ça sera une amplification. Sur Bardella, moi, je partage ce que dit Catherine sur le fait qu'il dégage une autorité évidente. Je trouve que son talon d'Achille, quand même, c'est qu'il n'y a pas de dream team autour de lui. Et que malgré tout, si vous voulez, il est aux portes du pouvoir. On pense que dans 15 jours, il peut être Premier ministre, mais avec qui ? Et il y a, alors évidemment, on n'est pas obligé de connaître tous les titulaires des ministères, mais là, on n'a aucune idée
par exemple, sur le titulaire du ministère des Finances. Or, on dit Jean-Philippe Tanguy, a priori. Oui, c'est pas ce qu'on lit ici. Là, on a plutôt, on a le sentiment qu'ils reconnaissent qu'il n'est peut-être pas tout à fait au niveau. Ouais. Non, moi, j'ai pas d'infos, mais je lis ce que disent les confrères. Et c'est vrai que ne pas avoir dans sa manche un ministre des Finances aujourd'hui, alors que la France est placée en procédure pour déficit excessif, que la France a une dette de 3100 milliards, que la France va devoir emprunter 280 milliards d'euros cette année, on a absolument besoin d'avoir auprès d'un futur Premier ministre quelqu'un qui incarne une certaine stabilité et une certaine confiance. Parce que le risque de tout ça, c'est la crise financière. Et on a très bien vu en Grande-Bretagne que Liz Truss, elle avait un programme qui n'était absolument pas réalisable et qu'elle a été balayée en 47 jours parce que précisément, elle n'inspirait pas confiance. Et donc là, moi je reviens là-dessus, sur Bardella, pas de Dream Team, pas de ministre des Finances évident, pas de ministre de la Défense évident alors qu'on est en guerre, pas de ministre des Affaires étrangères, et puis un grand point d'interrogation, quel sera le rôle de Marine Le Pen lorsque Bardella sera à Matignon. Moi je vais nuancer parce que je crois qu'il y a eu une très très grande intelligence tactique du Rassemblement national dans ces 15 derniers jours, mais on développera entre 10h et Catherine est pour terminer. Moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel Salvatore, c'est parce que Marine Le Pen n'a jamais fait d'alliance, ça a toujours été un parti homogène. Bon, elle comptait avoir 35 députés il y a 2 ans, elle en a 88. Bon, c'est des néophytes, c'est pas des et la plupart ne sont pas des vanguards. Donc si on ne peut pas puiser dans ce réserve-là, par Jean-Christophe Candy, il y en a peut-être 5 ou 6, Sébastien Chenu, enfin, on ne les connaît pas tous, mais très peu ont émergé, très peu étaient déjà formés. Et là, vous vous rendez compte, demain, si avec 19%, elle a fait 88, avec 36%, elle en fera au moins 240, peut-être plus. Mais ça sera une masse de gens. Il faut voir comment ont été données les investitures. Ce sont des amateurs, comme les macronistes en 2017. Comme les amateurs, soyez fiers d'être des amateurs, mais pour faire justement une Dream Team avec des poids lourds qui ont déjà été ministres et tout ça, il n'y a pas. Alors, où va-t-elle puiser ? Peut-être chez les LR ralliés mais j'en sais rien. autour d'Éric Ciotti. Mais je veux dire, là...